き者よ。この俺に刃を突き立てる勇気は己の心力か。剣士ならば誰しも最強の呼び声の高いあの男と。珍しいこともあるもんだね。あれが噂に聞く黒刀か。世界最強の剣士の持ち物にふさわしい名刀。武者震いがする。久しぶりだな。Hisashi Buridana-blo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour analyser Mihawk et ses passages dans l'histoire, pour essayer de comprendre quel personnage il est, et surtout, où pourrait-il se trouver dans One Piece en termes de puissance. Oda nous a délivré beaucoup de clés nous permettant de comprendre et analyser le personnage d'Œil de Faucon, et il me semble primordial de le faire avant la saga finale. Comme d'habitude, si tu aimes mon contenu et que tu veux me soutenir, alors n'hésite pas à rejoindre mon équipage en t'abonnant, et surtout à mettre un gigantesque pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à se développer, et c'est totalement gratuit. Merci beaucoup pour le soutien, c'est l'heure de se lancer dans cette analyse de Dracul Mihawk. Attention, la vidéo contient des spoils. Reprenons les événements et ce qu'on sait depuis le début. Zoro présentera Œil de Faucon pour la première fois comme étant le meilleur épéiste du monde. Ce sera ensuite confirmé plusieurs fois durant le manga par des personnages, mais surtout par Oda lui-même, qui en fait carrément une case pour le présenter comme tel. À part Perona qui le rejoindra un peu plus tard, Mihawk a l'habitude d'errer seul sur les océans, c'est ce qui le rend aussi emblématique. Il le fait pour trouver un adversaire à sa taille, cherchant encore et toujours un adversaire capable de le vaincre. Nous avons ici, avant même les premières scènes le concernant, deux éléments factuels. Le premier est qu'il est le meilleur épéiste du monde, nommé par Oda lui-même, et le deuxième est qu'il erre seul sur les océans à la recherche d'un homme plus puissant que lui, ce qui n'est pour le moment jamais arrivé. Je dis bien jamais arrivé car la première interaction entre Zoro et Mihawk le prouve. Mihawk lui laisse la vie sauve lorsque celui-ci prouve son honneur d'épéiste en donnant sa vie après la défaite. Cela envoie un message très puissant quant à la personnalité et à la façon dont pense Mihawk. Il porte une très grande considération à l'honneur d'un épéiste. Honneur qui dit que lorsque tu défies un épéiste, tu te bats jusqu'à la mort. Quand Mihawk décide d'épargner un adversaire, c'est pour des raisons qui lui sont propres, comme ici avec Zoro par respect pour son jeune âge, son rêve, mais surtout son honneur. Il est très clair avec cette scène que si Mihawk perdait après avoir défié un adversaire trop puissant, il en mourrait soit lors du combat, donnant tout, soit comme Zoro, impuissant, mais avec honneur. C'est d'ailleurs appuyé encore un peu plus tard lorsque Zoro s'agenouille et lui demande de l'entraîner. Il refuse catégoriquement, voyant Zoro mettre son honneur d'épéiste de côté pour demander de l'aide à celui qu'il veut faire tomber. Ce n'est qu'après avoir compris que cet acte ne concernait pas l'honneur qu'il a pour l'épée, ayant battu tous les singes avant de lui demander, mais bien l'honneur d'être le second de Luffy que celui-ci va accepter. Ce sont deux points très importants dans le développement de Mihawk et il est vraiment nécessaire de les comprendre. Prenons le temps d'établir trois autres éléments factuels qui seront utiles pour la suite. Mihawk possède un sabre faisant partie des Saijo Owazamono, les 12 sabres de premier rang de qualité suprême. Ce sabre porte le nom de Kokuto Yoru et est la seule lame noire de qualité suprême à notre connaissance. L'autre lame noire est Shusui, un sabre faisant partie des Owazamono, les 21 grandes lames, appartenant au défunt Ryuma. La prime de Mihawk se situe exactement à 3 590 millions de berries, ce qui le place directement à la troisième place des primes vivantes de l'œuvre. Mihawk était le rival de Shanks avant que celui-ci ne perde son bras. Analysons ces trois points très précis avant de passer aux détails de ses apparitions dans le manga, et ne t'inquiète pas, je ne vais absolument rien oublier. Mihawk possède une des 12 lames légendaires de One Piece et a réussi à la rendre noire, exploit qui n'a jamais été réalisé auparavant. Je ne sais pas si tu te rends compte de la prouesse, mais même Goldie Roger, le roi des pirates et épéistes, possédant lui aussi une lame de qualité suprême, n'a pas réussi à la rendre noire. Barbe Blanche, pareil. Shanks, encore. Seul Ryuma a réussi avant lui et ce n'était même pas sur une lame de qualité suprême, montrant encore une fois la difficulté sans précédent qui existe dans la tâche de rendre une lame suprême noire constamment, probablement la forme la plus ultime de haki de l'armement existant. Je précise haki de l'armement car lors de l'entraînement de Zoro, celui-ci apprend à rendre sa lame noire temporairement, et cette tâche n'est possible qu'avec l'aide du haki de l'armement. Il est donc clair que le niveau supérieur soit de la rendre noire infiniment. Mihawk dira même que n'importe quel sabre peut devenir une lame noire, mais que Zoro est juste trop faible, sous-entendant qu'un épéiste ne possédant pas une lame noire est trop faible. C'est très lourd de sens quant à sa place dans One Piece. Passons au deuxième point. Mihawk possède une prime de 3 590 millions de berries. Ça ne le place que derrière Barbe Noire et Shanks. En sachant que l'un renverse le monde depuis plusieurs années, allant jusqu'à être le seul possédant 2 fruits et créant des vagues partout où il passe, et que l'autre possède l'équipage le plus équilibré du monde, donc un équipage très menaçant pour l'équilibre du monde et se tient en position de Yonko depuis pas mal d'années, allant jusqu'à rencontrer Barbe Blanche ou encore Kaido. Le gouvernement était évidemment au courant. Parlons de Mihawk à présent.
essayant de comprendre ce qui se cache derrière l'analyse du gouvernement pour émettre sa prime. La marine possède plusieurs éléments factuels pour noter Mihawk et lui donner une prime. La puissance, effectivement il est le meilleur sabre du monde, donc véritablement un homme puissant. Il fait partie de la Cross Guild, donc est potentiellement un chasseur de marine. Il a été ou est le rival de Shanks. Ce sont les 3 points factuels qu'ils ont pour émettre sa prime. Étant un homme qui ne crée pas de vagues dans le monde et n'ayant pas d'équipage, il n'y a rien de plus. Il existe un personnage qui possède les 3 mêmes points, à très peu de choses près, et qu'on va pouvoir comparer pour déterminer comment et pourquoi Mihawk possède une prime aussi élevée. Celui-ci c'est Baggy. En effet, la marine lui a donné une prime de 3,189 milliards de berries. Parmi les éléments factuels que la marine utilise pour lui donner cette prime, on retrouve la puissance, en effet. Ayant Mihawk et Crocodile à ses ordres, selon la marine, elle estime qu'il est devenu un Yonko, avec la puissance qui en découle, forcément. Il est le chef de la Cross Guild, donc chef des chasseurs de marine. Il est le frère d'armes de Shanks, ayant grandi et profité de la même expérience que lui avec le roi des pirates. Barbe Blanche a accepté de s'allier avec lui lors de Marineford. Il a un équipage gigantesque et possède à ses ordres des anciens prisonniers d'Impel Down. Il a réussi à s'échapper d'Impel Down. Et enfin, il a filmé Marineford à l'insu de la marine, le positionnant direct comme un ennemi. Cela fait pas mal de points et si on compare avec Mihawk, il possède un palmarès bien plus gros et bien plus dangereux pour la marine, avec un passif digne des plus grands pirates de l'œuvre. Même au niveau de la Cross Guild, la marine voit Baggy comme le chef de celle-ci, le positionnant au-dessus de Mihawk, vis-à-vis du danger pour le gouvernement. Même pour Shanks, à Marineford, Baggy et Shanks s'engueulent légèrement, alors que Mihawk part dès que celui-ci arrive. La relation Baggy et Shanks est donc un moteur bien plus dangereux que celle entre Mihawk et lui, n'ayant plus combattu depuis énormément d'années. Et pourtant, Baggy a une prime inférieure à Mihawk. Qu'est-ce qui peut justifier la prime de Mihawk si ce n'est la puissance alors? En effet, vu que Mihawk ne crée aucune vague et n'a pas d'équipage, il est seul et possède la 3e plus grosse prime de l'œuvre. Il est très clair ici que sa prime a été émise due à sa puissance et non pas à Shanks ou encore à la Cross Guild. On peut même aller encore plus loin et dire qu'en faisant aussi peu de vagues, la marine sous-estime son potentiel et sa puissance exactement de la même manière qu'elle surestime Baggy qui est sous le feu des projecteurs. Parlons à présent de la rivalité avec Shanks. Ils étaient rivaux lorsque Shanks possédait ses 2 bras. C'était donc lors de la période précédant la rencontre entre Shanks et Luffy, il y a environ 20 ans. À cette période, Shanks possédait une prime qui avoisinait le milliard. Mihawk étant son rival, on peut estimer qu'il avait la même. Beaucoup estiment que Shanks durant ses 20 ans a subi une évolution en faire pâlir Mihawk, mais celui-ci, étant devenu manchot, a dû s'adapter et s'habituer pendant pas mal de temps. Shanks possède aussi un équipage sur lequel il peut compter en termes de puissance, puisque celui-ci est le plus équilibré du monde. Ben Beckman par exemple, quand Shanks valait 1 milliard, était lui aussi déjà un homme très puissant. Il est donc probable que face à des adversaires, ce soit Ben Beckman qui s'occupe de quelqu'un, le Kirou de quelqu'un d'autre, etc. Parlons de Mihawk, qui je le rappelle est seul, sans équipage, et recherche un adversaire assez puissant pour le vaincre. Il est présenté comme tel lorsque Zoro tombe dessus. Il tombe dessus lorsque celui-ci est en train de voguer sur les eaux. Ça veut littéralement dire que pendant 20 ans depuis la rivalité avec Shanks, Mihawk n'a jamais cessé de chercher un adversaire qui en vaut la peine, combattant probablement contre des monstres de puissance, élevant son niveau à des sommets contre des personnes qu'il jugeait puissants ou qui le défiaient pour son titre. Dans les 2 cas, des combats où l'adversaire donne tout. Lorsqu'on regarde dans le passé, je ne vois pas comment il est possible d'estimer que Shanks a plus évolué que Mihawk. Évidemment, on ne connaît pas les détails de ses 20 ans, mais il est très clair que la potentielle évolution de Mihawk est plus élevée que celle de Shanks. Évidemment, c'est Mihawk qui a obtenu le titre de meilleur sabreur du monde, et il est très probable que celui-ci le soit devenu lorsque Shanks possédait encore ses 2 bras. Ça le place légèrement au-dessus, mais gardons le bénéfice du doute et admettons qu'ils étaient égaux. Depuis ce fameux temps où ils étaient égaux, avec l'analyse évolutive que je viens de te présenter, on peut facilement estimer qu'aujourd'hui Mihawk est supérieur à Shanks. À présent, passons en revue tous les moments où on voit Mihawk dans l'œuvre pour aller encore plus loin. La première apparition de Mihawk se fait face à Zoro, lors de l'arc Barassi. Il comprend assez rapidement que Zoro est trop faible et décide de se brider avec une toute petite lame pour, tant bien que mal, se mettre à son niveau. Malheureusement, même avec cette lame, il est toujours beaucoup trop puissant pour Zoro. Découvrant l'honneur de Zoro, il décidera quand même d'utiliser sa lame légendaire, Eva Loes. À part sa présentation et sa psychologie vis-à-vis de l'honneur dont j'ai parlé précédemment, cette scène ne présente rien d'intéressant de plus. On le retrouve dans quelques chapitres plus loin lorsqu'il rend visite à Shanks. Shanks dit qu'il n'est pas d'humeur et demande à Mihawk s'il est venu pour se battre. Celui-ci répond qu'il ne compte pas régler son compte à un manchot. Il se positionne directement au-dessus de lui avec un poil d'arrogance et Shanks, malgré son humeur, ne fera rien. Ils sont présentés comme des rivaux. Et lorsque Roger et Barbe Blanche se croisaient, même à l'époque, ils se battaient toujours avant de boire des coups, sachant qu'ils étaient plus ou moins égaux. La coupure au niveau de la rivalité Shanks-Mihawk est probablement due à un basculement de niveau d'une part ou de l'autre, et cette interaction montre, à mon sens, de quel côté elle a penché. J'entends très souvent l'argument qui dit que Mihawk et Shanks ne se battaient qu'à l'épée et n'utilisaient pas leur haki par exemple. Pour moi, ça ne fait absolument aucun sens quand on voit que lorsque Roger et Barbe Blanche se croisaient, malgré qu'ils soient tous les deux épéistes, ils se battaient à fond, comme le faisaient probablement Shanks et Mihawk. Enfin, parlons de Marineford, il y a beaucoup de choses à dire.
Lorsqu'il arrive, plusieurs personnages sont étonnés de le voir et il va donner sa raison pas moins de quelques secondes plus tard. Il veut estimer la distance qui les sépare de Barbe Blanche. Lorsqu'il dit ça, voyageant toujours seul, ce n'est que par respect. Il n'a absolument rien à faire du niveau global de ce présent à ses côtés et ne cherche qu'à trouver un adversaire assez puissant pour lui et lui seul, comme durant toute sa vie. Comme dit précédemment, Mihawk voguait pour affronter des adversaires toujours plus puissants. Elle n'était probablement jamais tombée sur Barbe Blanche. Il est venu pour ça. Barbe Blanche possède lui aussi une des 12 lames supérieures et Mihawk n'a jamais pu l'affronter. C'est exactement pour ça qu'il est venu à Marineford. Ayant accepté le partenariat avec la marine pour être présent, il va tenter une attaque sur Barbe Blanche pendant le flou qui entoure l'arrivée des participants et va très vite voir qu'il n'aura jamais un combat contre lui. Il se contentera donc d'honorer le partenariat avec la marine car c'est un homme de parole et d'honneur. J'entends souvent l'argument qui dit que l'attaque qu'il ne fait ne découpe même pas Jaws. Déjà, c'est grandement sous-estimer les commandants de croire que Jaws se fera OS par une attaque de Mihawk dès la première tentative, surtout que le diamant est probablement le matériau le plus difficile à couper, et que celui-ci possède le haki. Passons. On a l'exemple face à Zoro, que celui-ci ne va jamais tout montrer dès le début. Il va faire évoluer le combat petit à petit pour en trouver de l'excitation et de l'enjeu, bien que Zoro était trop faible et ça s'est juste terminé en correction. Il est évident que c'était une attaque puissante. Barbe Blanche n'est pas n'importe qui, mais croire que Mihawk a utilisé une de ses attaques les plus puissantes à des centaines de mètres de distance fait pour moi peu de sens. Il est naturel que Jaws puisse l'arrêter. La motivation pour laquelle il est venu s'est envolée après cette attaque. Ils sont beaucoup en face et les ordres de la marine ne permettent pas d'aller affronter Barbe Blanche directement. Il va donc se positionner avec les autres et essayer d'arrêter Luffy. Premièrement, il faut bien comprendre qu'à partir de là, Mihawk ne sera jamais à son maximum. À part remplir sa part du contrat, il n'a plus aucune motivation à être présent. Il va donc combattre de manière nonchalante tous ceux qui se mettront sur son chemin. Vista et Crocodile seront les deux principaux adversaires de Mihawk à ce moment. D'abord parlons de Vista. Dans le manga, les deux échangent des coups d'épée, mais pendant le temps où cela a lieu, Mihawk regarde et pense à Luffy, et à son pouvoir de rallier le monde à lui. Ça prouve exactement le taux d'intérêt que porte Mihawk à Vista. Il le respecte car c'est un épéiste célèbre et membre d'un Yonko, mais le combat importe peu à ses yeux. Il n'a aucun intérêt à l'éliminer rapidement et à passer à autre chose. Il échange des coups d'épée pour passer le temps en regardant et en pensant à Luffy. Un argument qui revient souvent c'est mais s'il peut le tuer et passer à autre chose pour aider la guerre, pourquoi il ne le fait pas? Comme dit précédemment, son but était de se mesurer à Barbe Blanche, qui malheureusement pour Mihawk n'a aucun intérêt pour lui, tant le sauvetage d'Ace est la priorité. Entre lui et Barbe Blanche se situent plusieurs hommes, et s'il se mettait à les tuer, il est très probable qu'en plus d'avoir Barbe Blanche sur son dos, il ait Marco, les autres commandants, des centaines d'hommes et potentiellement même des Shichibukai. Il a très bien compris qu'il n'y a aucun monde où il aura son 1v1 avec Barbe Blanche, la priorité de l'empereur étant bien trop importante pour perdre du temps avec ça. Passons à Crocodile, qui arrête un coup de Mihawk. Celui-ci est en l'air et poursuit Luffy. Il ne lance pas une attaque meurtrière lorsque Croco l'arrête, c'est un coup en avançant. Logique donc que Crocodile puisse le parer. Ensuite les deux s'arrêtent et discutent. Au vu de leur discussion, ils se connaissent probablement et Mihawk n'a aucun intérêt à le défier à mort ici. C'est pour ça que ça s'arrête net. Encore une fois, à cause des mêmes arguments que j'ai pu t'expliquer juste avant. On le voit d'ailleurs avec la Cross Guild actuellement, que Crocodile et Mihawk ont probablement une connexion du passé. En outre, tout ce qu'on a vu de Mihawk à Marineford, c'est un homme qui vient pour défier l'homme le plus fort du monde. Et lorsqu'il a compris que son combat n'aurait jamais lieu ici, finit par simplement honorer son contrat d'être présent et d'œuvrer pour que la marine arrive à ses fins, à sa manière. Lui le fait de manière nonchalante, Boa le fait secrètement pour Luffy, Doflamingo le fait secrètement pour recruter des membres, etc. Dès lors que Barbe Blanche meurt et que Shanks arrive, il saute sur l'occasion et utilise l'excuse du contrat qui a changé. Il le dira lui-même. Il n'attendait que ça de pouvoir partir. On ne le verra que par la suite lorsque la marine attaque son château. En effet, il décide de partir car vis-à-vis de ses principes analysés précédemment, il n'a aucun intérêt à se battre avec des centaines de gens en même temps s'il a une porte de sortie. Lui n'est intéressé que par un duel contre un adversaire très puissant. C'est d'ailleurs montré parfaitement à Marineford. Et je pense avoir fait le tour de mon analyse de Mihawk. Qu'est-ce que t'en penses toi? Dis-moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Si t'as aimé la vidéo, abonne-toi et mets un énorme pouce bleu, ça m'aide énormément. C'est gratuit et ça participe au développement de la chaîne. Merci beaucoup, on est bientôt aux 4000 abonnés. Prends soin de toi. Ciao ciao.